Est-ce qu'on peut commencer? Bon alors, merci d'être là, d'être si nombreux. Donc nous allons vous présenter à cette voix cette proposition de loi qui va être soumise d'abord au Conseil constitutionnel et puis nous le souhaitons ensuite soumise à référendum dans les prochains mois. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Vous le savez, nous avons les uns et les autres, lors du débat budgétaire qui était celui du PLFR au moment de la première session du mois de juillet, nous avons déposé l'ensemble des formations qui composent la nouvelle Union populaire écologique et sociale, des amendements visant à taxer les superprofits. Et la réponse du gouvernement a été univoque, c'était non, non et non. Et donc aucun amendement n'a pu résister à la majorité qui s'est formée sur les bancs entre les droites. Et donc nous avons dû renoncer à ce moment-là à cette contribution exceptionnelle. Nous n'avons renoncé que provisoirement. Et donc, après l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne, après les appels à taxer les superprofits lancés par le secrétaire général de l'ONU, nous avons la volonté d'y revenir. Et nous y reviendrons dans le débat budgétaire, dans la commission la commission flash sur les superprofits, où nous allons documenter au fur et à mesure ce qui se produit et la formidable injustice qu'il y a à vouloir taxer les Françaises et les Français, à leur faire payer le coût de toutes les crises, mais d'en épargner celles et ceux qui en ont les moyens. Et ce que nous disons est assez simple. Ce que les grandes entreprises ne payent pas, ce sont tous les autres qui le payent. Et si nous sommes véritablement dans une économie de guerre, j'ai cru comprendre que le président de la République avait même convoqué cette image au moment de la crise sanitaire. C'était la guerre contre un virus. Mais alors aujourd'hui, est-ce qu'il n'y aurait pas une guerre contre le réchauffement climatique à engager? Est-ce qu'il n'y aurait pas une guerre contre la pauvreté quand on a 10 millions de Françaises et de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté, 12 millions dans la précarité énergétique? Et donc il y a une évidence pour nous toutes et tous, à dire que oui, il y a un combat à engager et que nous devons avancer sur cette taxe sur les superprofits. Alors ça va être présenté, je ne veux pas être plus long parce qu'on va être autrement très redondant, mais vous allez voir que nous avons d'abord une définition à donner de cette taxe sur les superprofits. Qu'est-ce que c'est qu'un superprofit? Nous avons là aussi cherché à être les plus justes possibles en rendant cette taxation, progressive, et à faire en sorte que nous puissions toucher les grandes entreprises tout en épargnant les PME et les TPE, ce qui va de soi pour nous. Mais en ayant une assiette relativement large, mais je n'en dis pas plus puisque d'autres après moi vont prendre la parole. Alors simplement, en introduction, vous dire que nous sommes à ce stade 240 parlementaires, donc députés et sénateurs, à avoir fait le choix de porter ce référendum d'initiative partagée et que nous espérons que d'autres nous rejoindront puisqu'il n'est pas interdit d'espérer et que là en l'occurrence nous comptons sur le réveil d'une partie de celles et ceux qui depuis longtemps expriment la volonté eux aussi de faire quelque chose. Mais cette volonté est toujours contredite par le gouvernement et il y a toujours le parapluie. On n'a pas eu le droit, donc on n'a pas fait. Eh bien là, il y a une occasion inédite pour chacun de prendre sa responsabilité, pour chacun de faire. Et de la même façon que, même si aujourd'hui je suis le premier à prendre la parole parce que j'ai été celui qui a proposé ce référendum d'initiative partagée, mais maintenant, à partir de ce moment, ce référendum, il appartient à toutes et tous. Et nous sommes prêts à partager avec toutes celles et ceux qui seraient prêts à engager ce combat-là avec nous. On ne cherche pas à s'approprier seul le sujet. S'il y a des gens qui considèrent que nous avons raison et qu'ils veulent le partager, qu'ils viennent. Mais maintenant, chacun est devant sa responsabilité. Et on ne pourra pas dire « je ne savais pas, je n'ai pas vu ». Ça s'est passé ailleurs. Ça se passe maintenant et chaque parlementaire a la possibilité de s'engager. Voilà. Donc nous espérons évidemment que cette procédure permette de créer un rapport de force. Et vous vous souvenez que dans la même configuration, nous avions déjà déposé un référendum d'initiative partagée sur ADP, Aéroport de Paris.
nous n'avions jamais recueilli les 4,7 millions de signatures, puisque vous savez que ce RIP a été créé en 2008 pour ne jamais réussir en réalité. Et donc, il y a un seuil que le président de la République avait dit lui-même vouloir abaisser à 1 million. Eh bien, nous le prenons au mot. Et nous prenons les paris, nous nous engageons à trouver plus d'1 million de signatures pour ce RIP. Et nous espérons qu'à ce moment-là, il tiendra son engagement. Ce serait un engagement de tenue, ce serait pas mal. Et donc qu'il accepte de se ranger à l'idée que, puisque n'ayant pas souhaité le faire par la voie parlementaire classique, il accepte de le faire par la voie référendaire. Et là-dessus, nous comptons aussi sur les Françaises et les Français qui, nous le savons, sont très majoritairement acquis à l'idée que, évidemment, il faut arriver à s'engager ensemble. Voilà, donc cette proposition, elle est là. Et maintenant, ceux qui vont me succéder vont vous la détailler et nous répondrons évidemment à toutes vos questions. Merci. Bien, merci Olivier. Et je crois aussi au nom de tous les groupes ici, à te remercier pour l'initiative que tu as prise avec cette proposition. J'ai d'autres collègues, notamment de France Insoumise, qui répondront aux questions et qui iront donc certainement plus loin dans le dispositif qui est ici prévu. Moi, je voudrais le resituer dans un contexte plus global qui est notre bataille pour que les revenus du capital, et notamment les revenus, alors il y a différents termes, indus, super profit, appelez ça comme vous voulez, de celui-ci puisse, j'allais dire, servir à l'intérêt général et à la situation dans laquelle nous sommes dans le pays. Olivier l'a dit tout à l'heure, il faisait la comparaison. Bon, je laisse au chef de l'État les comparaisons avec la guerre, toujours essayer de garder des termes, mais le chef de l'État l'a dit, et souvenons-nous que l'impôt sur le revenu, il est né pendant la guerre de 14. Il est né pendant la guerre de 14 et il avait pour vocation, avant d'avoir la vocation d'impôt redistributif qu'il a eu ensuite, à aller chercher les recettes nécessaires au pays en puisant sur une solidarité nationale. Moi, je pense que nous sommes exactement dans la même situation. C'est-à-dire que je ne crois pas que le quoi qu'il en coûte soit derrière nous, je pense qu'il est devant nous et il épouse plusieurs thématiques, notamment par exemple une thématique environnementale, climatique, qui fait qu'on voit bien que chaque année maintenant, on va devoir être capable de mobiliser des ressources de plus en plus importantes, réarmer l'État, réarmer la puissance publique pour faire face, ne serait-ce qu'à la réparation de ce que coûte ce dérèglement climatique. On l'a vu cet été. Il est aussi, par exemple, social. Il est en termes de santé, etc. Et donc, à partir de là, il faut aller chercher les recettes là où elles existent. Or, on a vécu depuis des années le fait que le partage de la richesse est toujours de manière de plus en plus déséquilibré en faveur du capital. Ça a été quelque chose d'assumé par la majorité précédente au nom d'une politique de compétitivité, ce qui fait que, quels que soient les chiffres que nous regardons, eh bien, on voit que se sont cumulés toujours plus de revenus vers le capital. Et de revenus qui, il faut bien le constater, partent vers des profits historiques, on l'a dit, et en plus des profits qui ont quand même une particularité, c'est qu'en tout cas pour moitié l'an dernier, quasiment ça part en dividende, qui n'est pas une manière anodine, puisque c'est celle qui nourrit la rente capitaliste d'utiliser ces profits. Il est fort probable que si rien n'est fait, ça soit exactement la même situation cette année. Vous savez que ce matin, on auditionnait Total. Vous savez que les profits de Total vont être certainement 2 fois supérieurs à ceux de l'an dernier, etc. etc. Et bon, le président de Total a essayé de nous rassurer ce matin. Moi, personnellement, je pense que si on laisse faire les choses, il est vraisemblable que les dividendes connaissent encore des bons historiques. Donc, à partir du moment où il y a une utilité, une nécessité, et à partir du moment où la richesse va toujours de manière de plus en plus déséquilibrée vers des revenus du capital et des revenus du capital qui servent cette rente, eh bien oui, il est logique d'aller chercher cet argent-là. Et c'est à ça que d'abord sert la bataille que nous engageons sur la taxation des super-profits. Alors elle prend différents dispositifs. Il y a le RIP dont on va parler en détail. Il y a également la mission Flash qui a été démarrée. Donc là, en tant que président de la Commission des finances, c'est vrai que j'ai voulu orienter cette commission vers ce travail. Il y aura après une mission d'information à plus long terme sur la fiscalité des entreprises qui, en gros, se pose une question. Pourquoi les PME payent en gros 25% d'impôts sur les sociétés, pendant que les 300 plus grosses sociétés payent environ 17%, et que des entreprises comme Total, j'avoue que je n'ai pas été convaincu ce matin par son président, payent 0 impôt sur le revenu avec des bénéfices records. Il n'y a pas qu'elle, donc s'interroger là-dessus. Et donc, c'est tout un dispositif qu'on va mettre en place
sur lesquels on va travailler sous cette forme de RIP, sous la forme aussi d'amendements pendant le PLF d'amendements communs, à la fois pour taxer les super profits, réfléchir aussi à la manière dont, une fois qu'on taxe les profits en France, les bénéfices en France, dès lors que Total, par exemple, n'en déclare pas, comment on trouve aussi des mécanismes pour ne pas laisser de côté Total. Bon, il faut qu'on réfléchisse un peu plus, de manière un peu plus pointue. Les Italiens y sont arrivés. Et de façon, je le dis, à ce que dès ce PLF, on arrive à faire en sorte que passent des amendements, qu'on contraigne le gouvernement à passer des amendements qui amorcent au moins la pompe sur la taxation de ces super profits. Voilà un peu l'objectif. Évidemment, le RIP prend dans le travail de masse qui va permettre une place particulière. Je conclus juste sur une chose. Dans les dialogues de Bercy, on a eu, mais ça on l'a bien vu un peu dans le discours évolutif du gouvernement, une déclaration de Bruno Le Maire et une déclaration de Gabriel Attal encore hier qui, sans mettre le mot taxation, mais admettent la nécessité d'aller puiser dans la rente des compagnies pétrolières des revenus exceptionnels, avec les problèmes constitutionnels que ça peut poser, mais qui pour l'instant ferment la porte à une taxation qui concerne un ensemble d'entreprises qui a fait des profits entre guillemets anormaux. Donc ça va être une des batailles. Je pense qu'on ne sera pas les seuls à la NUPS à la proposer. Et je pense qu'on peut gagner cette bataille dès le PLF. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Après les deux interventions d'Olivier Faure et M. Coquerel, président de la Commission des Finances, je voudrais d'ailleurs saluer le président de la Commission des Finances du Sénat, mon cher Claude Rénal, et notre chef de file sur ce dossier, qui est Rémi Féraud, sénateur de Paris. Faut peut-être vous dire quand même comment ça fonctionne, cette loi, parce qu'il y a eu deux interventions très politiques. Donc je vais vous dire quelques mots un peu plus techniques, puis terminer quand même sur des propos liés aux fonctions d'un sénateur, puisque je viens de quitter il y a 3 heures l'Assemblée générale des maires ruraux du Nord, et qui était assez éclairante sur la situation aujourd'hui, de la situation de notre pays. Donc je vous donne déjà le titre de cette proposition de loi. Proposition de loi portant création d'une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises. Proposition de loi portant création d'une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises. Chaque mot a été pesé pour tenir compte aussi de la réalité et de l'environnement constitutionnel qui est le nôtre, à savoir l'article 11 de la Constitution. Les 4 grandes lignes de cette PPL: le caractère temporaire de la contribution, qui s'achèvera en 2025, pour des résultats imposables réalisés en 2024 donc. Elle concernera l'ensemble des secteurs économiques, et pas uniquement le secteur de l'énergie. Seules les entreprises réalisant, deuxième axe, seules les entreprises réalisant un chiffre d'affaires de plus de 750 millions d'euros sont concernées. Troisième axe, la taxation se limitera aux superprofits, définis comme les bénéfices supérieurs de 25% aux revenus constatés sur une moyenne triennale 2017-2019. Vous voyez donc, on est extrêmement précis et tenant compte de la réalité de la situation exceptionnelle à laquelle ces entreprises sont non pas confrontées, mais en sont bénéficiaires. Un système progressif, quatrième axe, autour de 3 taux a été prévu dans cette PPL. 20% pour les bénéfices supérieurs de 25% à la moyenne triennale, donc seuil de base. 20% pour les bénéfices supérieurs à ceux de 25% à la moyenne triennale. 25% pour ceux supérieurs de 50%. Et pour les revenus supérieurs de 75% à la moyenne triennale, 33% donc de contributions exceptionnelles, donc limitées dans le temps. Voilà les bases sur lesquelles nous sommes convenus d'un accord entre les 7 groupes de gauche, les 4 de l'Assemblée nationale et les 3 du Sénat. Quelques mots complémentaires, que je vous parlais de cette Assemblée générale des maires ruraux du Nord. Voilà, ces maires ruraux, ces hussards de la République, ils nous ont dit dans une motion qui était adoptée à l'unanimité que leurs perspectives s'assombrissaient énormément, que la dépense sur la question énergétique allait augmenter de 50 à 200% suivant les fournisseurs d'énergie. Et ils concluaient: nous sommes au début d'une crise similaire à celle qu'ont vécue certaines communes empêtrées dans les emprunts toxiques. Donc un cri d'alerte, un cri d'alarme lancé au préfet de région qui était là, et qui vous montre que la question n'est pas qu'une question
je dirais, officiellement politique. Elle est politique, ça a été rappelé par mes deux prédécesseurs, mais je dis que ça touche non seulement les ménages, mais ça touche aussi les collectivités locales. L'austérité, je conclurai par là, l'austérité est devant nous, on va tous la subir, voilà, très clairement, sauf finalement ceux qui vivent dans l'abondance et dans l'insouciance, pour reprendre des mots qui sont devenus célèbres, et à qui aucun effort de contribution n'est demandé, qu'elle soit entreprise ou particulier, alors que l'équité serait absolument nécessaire dans une politique fiscale que ne veut pas le président des très riches. Finalement, nous sommes devant une forme de ruissellement à géométrie variable, plus précisément plutôt d'assèchement à géométrie variable, et c'est pour cela que nous portons ce texte avec beaucoup de fierté, que nous avons déjà obtenu 240 signatures, et que nous espérons que les Français nous accompagneront après l'accord du Conseil constitutionnel sur la validité donc constitutionnelle de ce texte. Je vous remercie. Oui, bonjour, je parle au nom des écologistes. Alors, nous écologistes, et maintenant je sais, c'est confirmé, tous les membres de la NUPES portons un grand projet pour lutter contre le dérèglement climatique. Et ce grand projet pour lutter contre le dérèglement climatique, il est autour de la précarité sociale, évidemment, de l'effondrement environnemental et de la biodiversité. Il est évident que dans ce grand projet, il y faut des recettes, il y faut des dépenses, il lui faut une réorientation complète de l'orientation gouvernementale telle qu'elle est aujourd'hui. Et pour ces recettes, nous avons des propositions, notamment la taxe super-profit qui nous réunit aujourd'hui. Cette taxe super-profit, nous l'avons proposée à l'Assemblée nationale au mois de juillet, lors du PLFR, par divers amendements proposés par l'ensemble des membres du groupe NUPES. Et chaque fois, tout a été rejeté systématiquement. Nous n'avons jamais obtenu quoi que ce soit sur ces sujets. D'où la démarche que nous faisons aujourd'hui, d'où cette démarche de demander aux citoyens de nous accompagner et de le faire un deuxième levier citoyen par rapport au levier politique pour porter effectivement cette demande auprès du gouvernement. Et au-delà de la demande, de l'exiger, puisque manifestement, par la simple explication de la raison qui conduit à devoir aujourd'hui partager la richesse pour lutter contre la précarité sociale et pour lutter contre la précarité environnementale, manifestement, le gouvernement n'entend rien et l'ensemble des députés de la majorité ont voté systématiquement et unanimement contre nos propositions lorsqu'elles ont été faites en juillet. Donc, puisque nous n'arrivons pas à leur faire entendre raison, eh bien, il faut prendre d'autres dispositions. Nous les prenons au niveau européen pour faire avancer le dossier à un plan européen. Nous les prenons au niveau local en responsabilité au niveau national par rapport à ce référendum. Et nous entendons et nous attendons à ce que les citoyens et les Français et les Françaises nous rejoignent dans cette demande et dans cette exigence de gouvernement pour véritablement rentrer dans un plan Marshall de la transition écologique qui nous fait tant défaut en France. Bonjour à tous, Nicolas Sansu, donc député communiste, et donc je représente là le groupe de la gauche démocrate et républicaine. Évidemment, les 22 députés du groupe GDR seront signataires et sont signataires de cette proposition de loi sur le RIP, taxation des super-profits. Si nous sommes là unis, soudés, c'est aussi pour montrer notre capacité à crédibiliser notre discours politique et notre capacité à un moment prendre le pouvoir, et je le dis tel quel, dans notre diversité, mais parce qu'à un moment, il faudra bien que nous puissions offrir une alternative aux Français. Cette alternative, elle passe aussi par de telles actions que nous faisons en commun, comme nous l'avons fait sur la proposition de loi pouvoir d'achat, en début de session extraordinaire au mois de juillet. Nous le faisons là sur la taxation du superprofit. Ce n'est pas une taxation punitive. C'est tout simplement dans un moment exceptionnel, avec des difficultés exceptionnelles pour nos concitoyens, pour des entreprises qui sont obligées de fermer à cause du coût de l'énergie quand même, pour les collectivités territoriales, ça a été rappelé par le président Caner. Dans ce moment exceptionnel, eh bien, à un moment, il faut faire aussi des choix exceptionnels dans le cadre d'une contribution qui, elle, peut se faire sur des entreprises, des sociétés financières et non financières qui sont aujourd'hui en très belle santé. Et évidemment, comme l'a dit Olivier en début de conférence de presse, ça participe du rapport de force.
Ça participe du rapport de force que de lancer cette proposition de loi et de faire ce référendum d'initiative partagée, qu'on pourrait appeler d'initiative populaire, tout simplement parce que ça sera aussi un élément dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances, puisque nous déclinerons les propositions de cette proposition de loi en amendement, et nous espérons bien pouvoir gagner et qu'il n'y ait pas besoin de ce RIP pour au moins gagner sur ce point qui est très important. Ça n'a pas été dit, mais ce sont des dizaines de milliards qui sont attendus. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'épaisseur du trait. On est sur des sujets où on peut régler notamment la question des collectivités territoriales. Ça a été dit par le président Caner. Je prends un exemple d'une ville moyenne toute simple, de 26 000 habitants, une ville que je connais bien. L'augmentation du coût de l'énergie pour 2022 pour cette ville moyenne que je connais bien, c'est 550 000 euros. 550 000 euros à un opérateur que vous connaissez qui s'appelle Engie, qui, eux, ont fait une augmentation des bénéfices de 1,5 milliard à 3,7 milliards entre 2020 et 2021. C'est-à-dire que les collectivités territoriales, aujourd'hui, sont en train d'engraisser un certain nombre d'opérateurs énergéticiens, et ce n'est absolument pas acceptable. Donc je crois que cette proposition de loi aussi permettrait de redistribuer à celles et ceux qui en ont vraiment besoin. Donc voilà, ça n'exclut pas, évidemment, tout le débat que nous aurons sur quelle architecture fiscale nous voulons. Ça ne l'exclut absolument pas. La taxation des super patrimoines n'est pas à l'intérieur de cette proposition de loi. Mais quand on voit ce qui s'est passé sur les fortunes en 2021, l'explosion des 500 plus grandes fortunes, évidemment qu'il y aura aussi une question sur ce sujet lors du projet de loi de finances. En tout cas, au nom des députés du groupe GDR, je peux vous dire que nous serons extrêmement mobilisés pour faire réussir cette proposition de loi et faire surtout réussir les propositions, les projets que nous allons mettre avec les 10, 15 ou 20 milliards qu'il serait possible d'obtenir grâce à cette taxation des super-profits. Bonjour, Thomas Dossu, je représente le groupe de sénateurs écologistes et sénatrices. Pourquoi le groupe au Sénat soutient ce RIP? C'est parce qu'aussi on est face à un blocage institutionnel. On l'a vu le débat cet été avec un ministre qui a fait la sourde oreille à toutes les demandes, y compris au Sénat du groupe centriste qui voulait taxer les super profits. Donc on voit que ce n'est pas que l'arc de la gauche, ça va même au-delà. Et donc il y a besoin de se tourner vers le peuple, de faire acte de pédagogie, puisque ça a été dit aussi, on a participé un certain nombre ici au dialogue avec Bercy. Hier c'était sur les recettes, et Gabriel Attal a fait un certain nombre de périphrases pour éviter vraiment le sujet. Et donc nous souhaitons avec cette proposition, enfin faire comprendre, peut-être se servir du peuple pour faire enfin de la pédagogie, pour que Bruno Le Maire, qui il y a 3 semaines devant le MEDEF nous disait qu'il ne savait pas ce que c'était qu'un super profit, il va falloir qu'on puisse lui faire comprendre. On arrive dans une situation qui est explosive. Patrick l'a dit sur les maires ruraux dans le Nord, mais dans le Rhône, c'est exactement la même chose. On y a participé à l'Assemblée Générale. Ils sont exactement dans la même situation d'être complètement étouffés par les factures énergétiques. Mais on a aussi des mobilisations sociales à la fin du mois pour demander des travail sur les salaires. Et on voit bien qu'on est dans une situation explosive où on a besoin de justice sociale. Et donc, cette proposition permet d'aboutir à plus de justice sociale. Et c'est pourquoi nous soutenons effectivement un retour vers le peuple pour que le peuple fasse comprendre à ce gouvernement qui bloque cette question de taxer les super-profits et enfin arriver à une justice sociale efficace. Voilà. C'est pas parce que j'ai des feuilles que ça va être long. Hein. Tu inquiètes tout le monde. D'abord, bonjour à tout le monde. Je voudrais excuser Yana Sassi, la présidente de mon groupe, donc le groupe communiste républicain écologiste et citoyen du Sénat. Bien, Olivier. D'abord, dire peut-être, pour pas qu'il y ait des doublons, notre unité politique va être sans faille sur cette question des super-profits. Et elle a une autre mérite, c'est qu'elle va être une unité populaire. Parce que cette question-là, elle est dans la société. Elle ne nous appartient pas politiquement. C'est pas la propriété de tel ou tel parti politique, etc. Elle est dans la société. Elle va au-delà des rapports de force de représentation qu'il y a, aussi bien à l'Assemblée d'ailleurs qu'au Sénat. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'y réfléchis, je me suis dit, qu'est-ce que tu vas dire, tout va être dit. On nous parle beaucoup du contexte international. Je pense qu'il faut aussi avoir des moments de lucidité politique et d'esprit de responsabilité. Il y a qu'est-ce qui relève de ce contexte international, avec notamment la guerre que fait la Russie à l'Ukraine,
qui a des conséquences sur l'envolée des prix et des profits. Mais j'ai cherché et j'ai trouvé, mieux que moi, ce qui n'était pas très difficile, j'ai trouvé des mots écrits par Proudhon. Et Proudhon, il dit « concurrence et profit, l'un est la guerre, l'autre le butin ». Et on est face à cette situation. On est face à cette situation. À la fois, il faut faire cesser cette guerre, et il faut trouver une solution politique, et de l'autre côté, il faut prendre l'argent du butin fait par certains, qui ont quand même une avidité assez extraordinaire quand même de profiter de cette situation pour faire des profits. La troisième chose que je veux dire, c'est sur le référendum qui a été évoqué de Nicolas Sarkozy. D'abord, je vous donne une petite touche. Ça a été inventé par Nicolas Sarkozy et la droite, mais c'est bizarre, la droite ne l'a jamais utilisé. Bon, il faut dire qu'à l'époque, je vais vous dire, nous on avait voté contre. Alors vous dire, qu'est-ce que c'est que cette contradiction à gérer? Elle était très simple, c'est qu'elle a été verrouillée quand même. Elle a été verrouillée pour qu'elle n'aboutisse pas, ce processus partagé. Donc je dis ça parce que ça a été dit tout à l'heure, mais là aussi le président pourrait profiter de l'initiative que nous avons prise communément pour lever l'obstacle de la participation populaire. On ne peut pas, la gauche, là, retrouve son peuple, il faut que le président y retrouve son peuple. Donc il faut qu'il lâche du lest sur la participation de la population française à des décisions. Voilà, je ne vais pas apporter plus de choses. Au Sénat, on est habitué au combat politique comme tous les autres ici. Je peux vous dire qu'on aura la même ténacité, la même, je pense, qualité d'argumentation pour faire bouger les lignes. Voilà, merci. Eh bien, on va aux questions. Vas-y. Quel enseignement avez-vous tiré de l'échec du référendum d'initiative partagée sur l'aéroport de Paris? Comment est-ce que vous comptez passer la barre des 1 million de signataires? Et comment est-ce que vous pensez que ce million pourrait suffire à tordre le bras au président de la République? Je vais laisser Christine répondre, mais quand même, c'est pas pour nous un échec. L'aéroport de Paris n'a pas été privatisé. Et pourquoi? Parce que tout simplement, quand on crée un rapport de force, et même si le seuil constitutionnel est fixé à 4,7 millions de Françaises et de Français, la réalité, c'est que chacun sait que pour arriver avec les contraintes qui sont fixées, on ne signe pas sur un papier quelque part à un moment, etc. Il y a un site dédié qui était très compliqué, et malgré tout, il y avait eu 1,2 million de Français qui avaient signé, et ça, pour que vous en ayez 1,2 million qui signent dans ces conditions-là, c'est qu'il y avait quand même de la motivation. Et ça a créé évidemment un rapport de force. Tout ce qui était dit ici, c'est nous on n'est pas dans une forme de fétichisme sur l'outil qui permettra la taxation des super-profits. Si le président se réveille demain matin en se disant, écoutez, j'ai bien réfléchi, n'allez pas jusqu'au référendum, on peut le faire à l'Assemblée et au Sénat l'hiver prochain, on lui dira bien sûr, on n'a pas envie spécialement d'un référendum. On a tous expliqué à l'instant que si on était arrivé à cette idée-là, du référendum, c'est parce que nous avait été refusée la voie la plus classique, qui est celle du débat parlementaire. Voilà. Christine, si tu voulais rajouter, je ne sais pas si... Bonjour à toutes et à tous. Juste peut-être une remarque préliminaire, c'est que vous êtes très nombreux aujourd'hui, tout simplement parce que le sujet vous intéresse, mais surtout parce que vos lecteurs et vos auditeurs, ce sujet les intéresse. Et ça répond un peu à la question des 1 million, des 4 millions. C'est que sur ADP, on avait certes 1 million 100 de signatures, dans un contexte en plus avec des outils peu adaptés et on en tirera les conséquences justement sur ce référendum-là. On était sur un sujet quand même ADP qui ne parle pas forcément à tout le monde, localisé en l'occurrence en plus. Là on est sur un sujet qui intéresse vraiment toutes les Françaises et tous les Français, tout simplement parce que c'est leur quotidien. Aujourd'hui, la crainte des Français, c'est comment ils vont faire pour se chauffer et comment ils vont faire pour tout simplement vivre au quotidien. Donc, le sujet va intéresser et non, c'est pas un échec. ADP n'a pas été un échec puisque, en l'occurrence, ça n'a pas été effectivement privatisé. Mais surtout, on va pouvoir tirer les enseignements d'ADP en mettant justement... en rappelant au gouvernement et notamment au ministère de l'Intérieur qui devait créer un site, j'allais dire, convivial, adapté, qu'il faudra qu'il tire lui-même les enseignements pour qu'on ait demain un site qui permette aux 4,8 millions, puisque c'est 4,8 millions qu'il faudra aujourd'hui avoir pour valider ce RIP. Mathilde, vas-y. Oui, moi je voulais rajouter, je me permets de le faire,
avec mes collègues de l'intergroupe de la Nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Mais effectivement, cette barre est très haute. Et d'ailleurs, nous, à l'occasion de notre niche parlementaire le 24 novembre, on fait une proposition pour abaisser le seuil de signature nécessaire pour valider ce référendum et de l'abaisser à 1 million. Ce qui permettrait d'ailleurs à notre président Emmanuel Macron de respecter sa promesse de rendre accessible ce référendum. Et effectivement, sur la méthodologie de recueil des signatures, on a pu expérimenter et on a des retours à faire d'un point de vue technique aussi sur comment se déroule ce recueil des signatures qui est fait aussi par beaucoup de militants de nos organisations pour participer à faire connaître évidemment cet outil qui est extrêmement important. Tu ne veux pas parler, tu veux pas dire? Tu voulais dire? Non, c'était sur la niche. Allez, oui. Pourquoi cette contribution était temporaire et pas permanente? Et deuxièmement, pourquoi il s'agissait d'une contribution et pas d'une taxe? Et question subsidiaire, quelle garantie passe pas le Conseil constitutionnel. de l'Intérieur mettre une meilleure volonté, on va dire, dans l'enregistrement des signatures que dans le cas d'Aéroport de Paris où certaines signatures n'ont pas été enregistrées. Ça a été quand même un cafouillage informatique sans précédent. Rémi, Christine, tous les Allez, deux. Rémi, tu compléteras. Le président Caner a dit tout à l'heure, tous les mots du titre de cette proposition de loi ont été pesés au trébuchet. Je rajoute. Donc, contribution et pas taxe, vous l'aurez compris, c'est évidemment volontaire. Additionnel, donc pour passer tout simplement l'écueil de l'article 11. On n'est pas là pour faire de la figuration, on est là sur un texte qui se veut crédible et qui veut passer justement le Conseil constitutionnel. Et d'ailleurs, je vous le dis, on est prêt à les défendre et argumenter devant les juges sans problème. On est à leur disposition. Et pourquoi provisoire? Tout simplement parce qu'encore une fois, on vous dit que c'est le contexte, c'est-à-dire à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. On est dans une situation qu'on n'a jamais connue. Il faut quand même se rendre compte qu'on est dans une situation où l'inflation pèse d'un côté sur les ménages, mais que d'un autre côté, il y a une petite part d'entreprises qui, elles, au contraire, ça leur rapporte. Donc voilà, on n'est pas là pour rajouter une taxe sur toutes les sociétés ad vitam aeternam. Non, on est là pour dire, regardez la situation, on a des résultats au premier semestre 2022 qui sont équivalents à ceux de toute une année 2021 qui elle-même avait été supérieure à bien des années. Donc voilà, la situation exceptionnelle, il n'y a pas besoin de la démontrer. Je pense que sur les super profits, le texte définit très clairement la définition, on ne se la pose pas. Et donc, on l'a borné dans le temps. Et là aussi, je pense que c'est un gage de sérieux. Ça avait déjà été fait d'ailleurs. Rémi ? Oui, enfin, le sous-titre de cette contribution devrait être contribution de solidarité. Parce que la réalité, c'est que si nous demandons à ce qu'il y ait effectivement une contribution sur les super-profits, c'est pour qu'il y ait de la redistribution. Quand on est en circonscription et qu'on rencontre des associations, notamment une dernière que j'ai rencontrée qui s'occupe de tout ce qui est génération de solidarité par rapport aux personnes âgées en précarité, en rupture de tout sujet de santé, etc., on comprend pourquoi on veut mettre en place une contribution de solidarité. Quand on rencontre des élus qui viennent de recevoir de la part de la communauté d'agglomération à laquelle ils sont rattachés une facture qui va porter leurs dépenses pour chauffer leur piscine, pour chauffer leur médiathèque, pour chauffer leurs bâtiments communaux et leurs écoles de plus de 300%, eh bien on comprend pourquoi on a besoin de mettre en place une contribution de solidarité. Et donc à ce titre-là, on ne comprend pas, en tout cas ici, que ce que nous avons porté au mois de juillet ne puisse pas avoir été entendu quand le gouvernement savait très bien ce qui allait se passer aujourd'hui, puisqu'il nous l'avait déjà annoncé. Peut-être vous donner quelques chiffres sur les résultats de ces entreprises par Rémi Ferro. Bonjour, donc pour donner quelques chiffres, les entreprises du CAC 40, les bénéfices records en 2021 sont évalués à 174 milliards d'euros. On est d'ailleurs sur un chiffre assez proche des 200 milliards d'euros que l'État sur lesquels l'État a aidé les entreprises pendant la crise sanitaire. Parce qu'il faut bien voir qu'il y a aussi dans cette contribution exceptionnelle un retour de l'aide qui a été donnée de manière exceptionnelle par l'État aux entreprises pendant la crise sanitaire. Et les dividendes, Éric Coquerel le disait tout à l'heure, ont augmenté eux-mêmes de 33%
l'année dernière avec 45 milliards d'euros de dividendes distribués. C'est donc bien pour cela que nous proposons une contribution temporaire à des profits exceptionnels qu'on appelle dans le langage courant des super profits. Ça ne vient pas remplacer l'impôt sur les sociétés. Nous ne modifions pas d'ailleurs de manière durable le taux de l'impôt sur les sociétés. C'est une contribution en plus de l'impôt sur les sociétés dans cette période où je crois les chiffres à la fois des bénéfices des entreprises et des dividendes versés doivent être pris en compte. Et je crois marque l'opinion et devrait être pris en compte dans les taxations. C'est d'ailleurs ce que demande encore hier de manière très solennelle le secrétaire général de l'ONU. Allez-y. On a pu suivre aujourd'hui, ce matin, le PDG de Total qui a fait une audition devant la commission Mission Flash, certains d'entre vous étaient là, et on a pu l'entendre faire une menace à peine voilée sur le fait que si vous taxiez, que ce soit une taxe européenne, il faut qu'elle soit au minimum homogène, parce que sinon, il a expliqué qu'ils iraient investir dans un autre pays européen, et puis si la France faisait une taxe elle-même, eh bien, il pourrait, les quelques raffineries en France qu'il reste, eh bien, il pourrait aller faire son activité et sa production ailleurs. En tout cas, on a vraiment entendu une menace à peine voilée et d'une taxe française et d'une taxe européenne, parce que s'il y avait une taxe européenne, il ne s'interdisait pas, a-t-il dit vraisemblablement, d'investir hors Europe. Donc, quel argument vous avez-vous pour contrer cet argument-là ? Je ne sais pas si je vais donner tous les arguments, mes collègues compléteront. D'abord, je vous remercie d'avoir suivi ce matin cette audition, parce qu'effectivement, elle était intéressante. J'ai entendu la même menace que vous, et j'observe que cette menace, elle a fait suite à un déni du PDG de Total qui disait que, pour l'instant, il n'utilisait pas ses capacités de raffinage dans les différents pays européens en fonction des niveaux de taxation de chacun des États, mais qu'à l'avenir, si par hasard on mettait en place une taxation extraordinaire en France, il pourrait l'utiliser. Donc la première chose que je me dis, c'est que s'il peut l'utiliser demain, peut-être qu'il le fait déjà aujourd'hui. C'est le premier enseignement que j'en ai tiré. Pour le reste, on connaît cet argument, mais je vous rappelle que l'Italie a mis en place une taxation. À ma connaissance, pour l'instant, je n'ai pas entendu que les stations-service des pétroliers italiens avaient déménagé. L'Espagne a mis en place une taxation sur les super-profits. La Roumanie l'a fait, même la Hongrie, qui n'est pas un modèle politique pour nous, bien au contraire, a mis en place une forme de taxation sur les super-profits. Aujourd'hui, pardonnez-moi de vous le dire, mais la France... On va externaliser les investissements, donc mais... ça veut dire enlever des emplois, etc. Enfin, nous, je ne sais pas comment vous l'avez compris, mais la première réponse que je veux vous faire, c'est que vous voyez bien que la France, elle n'est pas en pointe sur le sujet, elle est en retard. Et donc, refuser que la France légifère au nom d'un argument sur la compétitivité économique, ça me paraît complètement en dehors de la réalité aujourd'hui, puisque peu à peu, l'ensemble des pays européens sont en train de mettre en place des dispositifs de taxation des super-profits. Et puisque vous avez posé la question, ça permet peut-être de répondre à d'autres arguments qui ont été donnés ce matin. On nous dit la définition sur les super-profits, elle est impossible, ou on nous dit, vous comprenez, l'année 2020, c'est une année qui a été une année pendant Covid, donc les entreprises ont généré des résultats qui sont des résultats plus faibles que dans les autres années. C'est précisément la raison pour laquelle, dans le travail qu'on a fait dans cette proposition de loi, on n'a pas pris l'année 2020 dans le calcul de référence, puisqu'on a pris la moyenne des années 2017, 2018 et 2019. Donc l'argument qui a été avancé ce matin de ce point de vue-là par le PDG de Total n'est pas valable. Deuxième argument qu'il a indiqué, il a dit « je ne sais pas ce que c'est des super profits », ça a été dit avant moi. Vous voyez bien que si vous faites cette moyenne-là et que vous regardez quels sont les super profits, les profits réalisés cette année, pour l'instant au premier semestre, puisque ce sont les chiffres dont on dispose, ils sont bien au-delà des moyennes réalisées entre 2017, 2018 et 2019. Et je me dis une dernière chose, puisque ça permettra de répondre à un certain nombre d'arguments que j'ai entendus soit ce matin, soit plus tard, c'est on nous dit, et le PDG de Total est allé un peu dans cette direction ce matin, on préfère les gestes volontaires des entreprises plutôt que des dispositions législatives. Alors voilà ce que j'ai envie de vous dire. Si les entreprises mettent en place des dispositions volontaires suffisantes, ils ne seront pas astreints à la taxe sur les super-profits qu'on est en train de mettre en place, puisque ils n'auront pas généralisé de super-profits, ils les auront rendus d'une autre manière. Mais s'ils ne le font pas, ils seront astreints à la taxe que nous allons mettre en place. Donc la différence entre le gouvernement et nous, elle n'est pas entre ceux qui veulent taxer volontairement et ceux qui veulent le faire par la loi. La différence, c'est que le gouvernement a une confiance aveugle dans le fait que les entreprises mettent en place ces dispositifs, alors que nous en donnons l'ensemble des moyens, y compris les moyens législatifs.
Je ne sais pas, mes camarades vont compléter. Je pensais avoir répondu. Vas-y. Juste parce que j'étais aussi à l'audition, la menace, on y croit d'autant moins que les investissements à faire, ils sont sur les ENR. Et que les ENR et les emplois liés aux ENR ne sont pas délocalisables. Donc voilà, et je voulais compléter Boris sur un autre point. Peut-être que l'État a son mot à dire. Non, très rapidement. Ces menaces-là, je les ai entendues 1000 fois dans le bureau d'Arnaud Montebourg quand je travaillais avec lui. Donc, à un moment donné, on n'a pas de leçons à recevoir d'un certain nombre de grandes entreprises qui, pas forcément Total, mais les multinationales consolident 40% de leurs résultats dans des paradis fiscaux. Il manque des dizaines de milliards d'euros aux États tous les ans. Les PME, les ETI payent les impôts des multinationales qui ne les payent pas. Donc à un moment donné, les parlements modernes ont été constitués pour le consentement à l'impôt. Et donc nous, comme parlementaires, nous avons le devoir de dire que la contribution volontaire à la charité, c'est l'antithèse de la solidarité. Et donc les menaces sont malvenues. Moi, je suggérerais peut-être au patron de Total de répondre à la question de savoir pourquoi Total est encore actionnaire de Novatec. Et si des dividendes devaient être distribués pour l'activité réalisée au premier semestre 2022, c'est-à-dire pendant la guerre en Ukraine, ce que Total ferait de ces dividendes. Moi, je suggère de les verser pour la reconstruction de l'Ukraine. Donc voilà, nous on fait notre travail de parlementaire, de justice sociale, de justice fiscale, au bénéfice des Françaises et des Français et des entreprises françaises au premier chef qui payent leurs impôts en France. Une petite réaction, parce que je ne vais pas parler de Total, mais sur la question des gestes volontaires et des menaces sur l'emploi. Je vais vous donner un exemple. Sanofi. Résultat opérationnel des activités du groupe, il a augmenté de 21,5% à 2,75 milliards d'euros au deuxième trimestre, aidé par le dollar fort. Il dépasse l'estimation. Qu'est-ce qu'a fait Sanofi? Ils ont déjà licencié. Ils ont déjà licencié, malgré des résultats comme ça. Donc vous voyez, la menace, elle est déjà en exécution. Donc ça ne tient pas la route. Et les gestes volontaires, ils n'ont pas fait. Et puis je le dis là avec un peu de solennité, mais il y a des entreprises qui doivent rendre des comptes à la population. Quand on n'a pas su trouver le vaccin et qu'on a tel résultat et qu'on ne les met pas en partage, je pense que là, franchement, il y a une attitude qui est inacceptable et irresponsable. Voilà. Juste quelques mots en complément. On nous parle souvent du ruissellement. On vient de dire à plusieurs reprises 174 milliards d'euros de profit dans l'année écoulée. Pendant la même période, combien ont-ils créé d'emplois? Puisque c'est ça la question que vous posez. Pas tout à fait. Enfin, c'est en tout cas la menace qu'ils profèrent, c'est de dire on pourrait faire des choix qui nous conduiraient à mettre l'emploi ailleurs. Pendant la période où ils ont fait 174 milliards d'euros de profit, ils ont, le CAC 40, licencié 60 000 personnes. Voilà. Donc, vous avez le résultat, c'est que vous avez des gens qui passent de menace en menace, mais qui ne tiennent jamais les engagements qu'ils prennent. Ça a été dit avant moi, 240 milliards ont été mis sur la table pendant la crise sanitaire. Ça n'a pas bénéficié qu'à eux, aussi aux salariés, bien sûr. Mais enfin, quand même, le chômage partiel qui est venu en soutien des entreprises, sinon l'État, et qui en a bénéficié, sinon toutes les entreprises, à part quelques-unes, dont Total. D'accord, c'est pour ça que je précisais cela. Mais enfin, quand même, 240 milliards sur la table. Il n'est pas possible maintenant de reprendre 20 milliards sur ces gens-là? C'est pas possible de les appeler à la solidarité? Et Total qui nous explique, qui menace, etc. Mais enfin, combien payent-ils d'impôts en France? Ils ne font pas de bénéfices en France, vous croyez? Ils n'ont pas des pompes qu'ils alimentent? Ils ne sont pas fournisseurs pour la plupart des pompes à essence de notre pays? Ils ne font pas un centime d'euro de bénéfices? Eh bien, ils ne payent pas un centime d'euro en France pour l'IS. Donc, à un moment, il faut quand même arrêter. Qui sont ces gens qui s'estiment toujours au-dessus de tout et de tout le monde, qui n'ont jamais... Enfin, on ne leur demande pas d'être altruiste, on n'en est pas là. On ne cherche pas la philanthropie. Mais à minima, au moins, le respect citoyen de ceux qui ont à produire la loi. C'est quand même le minimum. C'est une entreprise française. M. Poyanet lui-même a été éduqué par
le système scolaire français, ses employés aussi. Il vit dans un pays qui lui a beaucoup donné. Et maintenant, il faudrait à chaque fois mettre la pression sur les élus en leur disant « Attendez, vous nous touchez un cheveu, on part tous ailleurs ». Mais c'est quoi ce scandale? Il y a un moment où il faut quand même que tous ces gens comprennent qu'ils sont aussi une contribution extraordinaire à la montée du populisme nationaliste. Avec des gens comme ça, qui en permanence donnent le sentiment de s'extraire de toute responsabilité, il y a des gens qui finissent par dire « Eh bien, on ne croit plus en rien ». Eh bien, nous sommes là justement pour les aider à croire encore à quelque chose et leur dire que c'est possible, oui, d'avoir un partage qui soit plus équitable. C'est quand même pas... On n'est pas des bolcheviks, on n'a pas tout entre les dents. Ça, enfin, même, écoutez... Enfin, pourtant, il y a les insoumis avec nous, vous vous rendez compte, les communistes. Ah, ils sont... Et là, regardez comme ils sont, effectivement, ils sont d'une modération incroyable. Enfin, ils sont... Enfin, vous vous rendez compte qu'on vous parle d'une contribution provisoire sur des profits exceptionnels, qu'on vous parle en fait de taux qui sont des taux progressifs. On vous parle de prendre 15 à 20 milliards d'euros sur des entreprises qui viennent faire de 174 milliards d'euros de bénéfices, qui ont distribué 44 milliards d'euros de dividendes, avec une augmentation de 33% sur un an, alors que la moyenne dans les pays du monde, même les pays les plus capitalistes, c'est 11%. Bon, bah, écoutez, il y a de quoi se mettre en colère, quoi. En fait, franchement, il y a un moment où trop, c'est trop. Et donc, nous, on va dire que quand c'est trop, on est là pour prendre notre dîme au passage. Voilà. Alors, il y a une dernière question de LCP, je t'ai vu Hélène, et après on va être obligé d'arrêter parce qu'il faut qu'on rende la salle. Donc, dernière question. J'en ai deux en une. D'abord sur le référendum. Si on allait jusqu'au référendum, quelle serait la question exacte? Et j'ai une deuxième question tout politique, mais puisque vous êtes en colère aussi. Est-ce que vous êtes en colère contre votre ancien collègue du Parti Socialiste, Bernard Cazeneuve, qui dans son manifeste parle d'un rétrécissement de la gauche, une gauche sous la domination de Jean-Luc Mélenchon, une réduction au Parti Socialiste, qui même laissé... Bah là, c'est pas pour nous. Mathilde. En fait, c'est Mathilde qui répond à la question. Non. La question, quelle est la question exacte au référendum? Le rétrécissement... Non, sur la question du référendum. Quelle est la question? Je réponds à la première, la deuxième, j'ai pas bien compris. Sur la première, si vous voulez, on a une proposition de loi qui donc va se traduire par, si nous allons jusqu'au référendum, on n'y est pas encore, mais si on va jusqu'au... Le référendum, c'est oui ou non. Et donc la question sera posée, Madame, Monsieur, entre guillemets, êtes-vous favorable à la création d'une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises, dans les conditions qui vous ont été expliquées? C'est tout simple. C'est oui ou c'est non. Voilà, c'est assez basique, je vous le concède. C'est la procédure référendaire qui est comme ça. Et j'espère que le Conseil constitutionnel comprendra que notre démarche, une démarche d'intérêt général. C'est dans ce cadre-là que nous nous plaçons. Je pense que les arguments qui ont été développés vous le démontrent. Attendez, il y a eu une deuxième question, il faut répondre aux deux questions. Moi, je ne prétendrai pas répondre à l'interrogation, je veux juste dire quand même une chose, c'est que la preuve qu'on est là aujourd'hui, tous ensemble, sur une initiative qui a été proposée par Olivier Faure et le Parti Socialiste, je pense que c'est la démonstration la plus éclatante qu'au sein de notre alliance, personne ne domine personne. Pour le reste, vous pouvez éventuellement faire des sons aux 4 colonnes, mais on est vraiment obligé de rendre la salle. Une dernière question très importante, est-ce que vous n'avez pas peur d'être inaudible sur cette question si importante du partage?